Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire InCyber réalisé donc avec notre partenaire Tenable qui portera aujourd'hui sur le design des stations d'administration dans un environnement Tier 0 Active Directory et qui sera donc présenté par Sylvain Cortès, Security Strategist chez Tenable. Bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter dans le chat si vous avez un problème de son ou de visio au cas où. Et puis, à la fin de cette session, avant de vous donner la parole, Sylvain, quelques petites précisions. N'hésitez pas, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions, à poser vos questions si vous en avez, et on les prendra à la fin de la session s'il nous reste un petit peu de temps. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, je crois que c'est les quelques petites instructions que j'avais pour vous à ce stade. Sylvain, je vais vous laisser la parole et donc on se retrouve à la fin pour quelques questions. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à toutes et tous, merci de rejoindre ce webinaire. Donc je m'appelle Sylvain Cortès, je travaille pour une société qui s'appelle Tenable. Et on va aborder aujourd'hui en français une thématique un petit peu obscure pour pas mal de personnes qui concerne la gestion, le design et le côté opérationnel de ce qu'on appelle en mauvais français les PO ou les Privileged Access Workstation, à savoir donc les stations d'administration qui permettent de réaliser les opérations dans un Active Directory. En sachant qu'aujourd'hui, l'objectif est vraiment de faire le focus sur la partie tiers 0, donc à savoir, on va dire, les assets les plus critiques dans l'Active Directory. Mais si vous comprenez ce qu'on va dire aujourd'hui sur la partie tiers 0, évidemment, vous pourrez très facilement le décliner sur les autres tiers Active Directory. Donc, comme indiqué au préalable, on gardera un petit peu de temps à la fin pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra avec plaisir à la fin de cette session. Au niveau de l'agenda, alors, on va faire simple en fait. On va quand même considérer que la plupart des gens qui sont connectés, évidemment, connaissent Active Directory. On ne va pas faire un cours sur Active Directory. On va simplement faire une rapide introduction sur la partie tiers modèle pour comprendre pourquoi on met des pots. Alors évidemment, l'objectif n'est pas de faire une présentation sur le tiers modèle. Il faudrait une autre heure ou 2 autres heures ou 2 autres jours pour présenter la partie tiers modèle. Mais l'idée, c'est que tout le monde est à peu près le même niveau, que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et ensuite, on va plonger sur la partie Privileged Access Workstation, à savoir sur la partie concept et design. Et puis après, de façon pratique, en fait, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour être en capacité d'opérer ce genre de choses dans un environnement Active Directory. Et puis on terminera rapidement en 2-3 minutes pour vous expliquer comment la solution Tenable.daily peut vous apporter de l'aide sur cette partie mise en place des pots et surveillance du tiers modèle. Alors premièrement, je dois présenter mes excuses à toutes les personnes ou à toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé il y a 20 ans ou il y a 18 ans pour faire des designs Active Directory. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que si je regarde vraisemblablement les designs que j'ai faits il y a quelques années, je ne serais pas très fier de moi. Mais il y a une explication, au sens où ce qu'on a fait il y a 15 ou 20 ans, évidemment, ne correspond pas aux standards de sécurité actuels en ce qui concerne Active Directory et notamment en ce qui concerne l'implémentation du tiers modèle. Alors, il y a des explications à ça. Pourquoi on a fait des erreurs avant qui maintenant semblent évidentes et qu'on a découvert qu'il y avait une nouvelle façon de faire ou des choses à améliorer depuis quelques années. Premièrement, quand on regarde ce qu'on faisait il y a 15, 16 ans ou même avant, évidemment, sur la partie design Active Directory, la sécurité n'était pas vraiment un sujet, parce que l'AD n'était pas vu comme une faille déjà, et l'Active Directory était là généralement juste pour gérer en fait les stations de travail Windows des clients. Et en fait, toute la partie sécu était vue sous l'angle de la délégation dans Active Directory. Ce qui est correct au final, puisque on se doit de faire de la délégation au niveau des objets, de décider qui a le droit de modifier tel ou tel attribut, etc. Et en fait, là, quand on faisait le design, le chapitre sur la sécurité, c'était en fait de la délégation. Et on oubliait qu'en fait, il y a une autre partie qui s'exécute évidemment sur le poste client, sur les serveurs membres, comme on dit, qui ont rejoint ce domaine Active Directory.
La deuxième raison, c'est que toutes on va dire on va pas dire failles, on va dire toutes les faiblesses rattachées au protocole Kerberos, en fait, n'étaient pas très connues. Quand vous regardez les premières publications de Benjamin Delpy sur Mimikat, en fait, à l'échelle de l'existence d'Active Directory, c'est assez récent. Et puis donc, Microsoft, une fois qu'on a découvert qu'il y avait des détournements possibles de l'usage du protocole Kerberos, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec Microsoft, qu'on s'entende bien tout de suite, toutes les problématiques qu'on peut avoir avec Kerberos, vous prenez un Unix, c'est exactement la même chose. C'est pas lié à l'éditeur, pour le coup, c'est vraiment lié à la façon dont le protocole fonctionne. Et là, donc, Microsoft a décidé aux alentours de 2012, puis après, ils ont sorti une nouvelle version, de donner des consignes à travers d'un document pour corriger, en fait, les faiblesses de Kerberos en implémentant le tiers modèle dans les organisations. Donc, évidemment, ça a été un gros choc parce que sur une PME, c'est pas très compliqué à réaliser, quoique, quand vous êtes un grand groupe international et que vous gérez, je sais pas, disons 150, 200 000 comptes, évidemment, rebeloter la façon dont les authentifications fonctionnent et comment vous segmentez et gérez la délégation au sein de l'Active Directory, ça devient tout de suite une tâche plus ardue. Et puis le dernier point qui est apparu au final, pareil, depuis pas très longtemps, c'est que, évidemment, il y avait des virus il y a 20, 25 ans, même sur des disquettes qu'on s'échangeait, même avant ça, mais il n'y avait pas cette problématique du ransomware qui utilise systématiquement Active Directory en fait, pour se répandre dans l'organisation. Donc la notion de ransomware n'était pas aussi active que maintenant, évidemment, et c'était pas aussi organisé, c'était pas aussi, entre guillemets, professionnel. Et les ransomware ou les malwares plutôt de l'époque n'utilisaient pas particulièrement Active Directory. Puis quand les attaquants ont compris qu'en fait Active Directory c'était le vecteur majeur pour pouvoir prendre la main dans les organisations, évidemment les choses se sont accélérées, puisqu'on considère que maintenant environ 70% des ransomware utilisent systématiquement Active Directory pour se répandre dans l'entreprise. Donc pour toutes ces raisons-là, on a fait plein d'erreurs de design il y a des années de cela. Ensuite, il y a une difficulté intellectuelle qu'en fait, on va dire, peu de gens qui ont fait des designs ont compris. C'est qu'en fait, les objets Active Directory, vous pouvez les voir de deux façons. Vous pouvez les voir à la fois comme un contenant, mais également comme un container. Et c'est une difficulté majeure quand vous devez représenter en fait votre design sur le papier, le présenter au client. Et parfois même le client ne comprend pas bien cette notion-là. Donc on va prendre un exemple super simple, c'est le domaine contrôleur. Le domaine contrôleur, quand on y réfléchit, quand vous faites votre design, c'est à la fois un objet qui est présent dans la base de données, sauf que physiquement, c'est le domaine contrôleur qui hoste la base. Donc il y a une espèce de poule et d'œuf qui se joue, qui n'est pas simple intellectuellement à comprendre. Et ensuite, comment représenter les choses pour que ce soit compréhensible. Donc là, moi, ce que je veux juste vous rappeler avant qu'on bascule sur les pots, c'est que ce que vous avez sur la droite de cet écran, c'est en fait ce que vous trouvez dans les docs. Donc les docs vous donnent une représentation logique des choses. Très souvent, avec des ronds, des triangles, etc., on vous dit que les domaines contrôleurs se répliquent. Sauf que cette représentation-là est un mélange de représentation physique au final et de représentation logique. Donc quand vous lisez quelque chose qui est fait comme à droite, dans votre tête, vous devez penser comme ce qu'il y a sur la gauche. Et là, sur la gauche, vous avez un exemple, qui est très simplifié évidemment, où vous avez une représentation physique de ce qui se passe sur les machines qui sont des domaines contrôleurs et qui hébergent les bases de données. Et il faut comprendre que la base de Active Directory, elle a en fait au final plusieurs partitions, des partitions qui ne se répliquent que à l'échelle du domaine et des partitions qui se répliquent à l'échelle de la forêt. Et cette compréhension-là, elle n'est pas si simple que ça. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent évidemment la représentation classique de droite sans bien comprendre en fait ce qui se passe physiquement sur les machines. Je passe les détails de, évidemment, le premier domaine de la forêt. Dans sa partition de domaine, contient des groupes spécifiques tels que Enterprise Admin, qui servent en fait au final à administrer les autres domaines, mais ce groupe-là n'est pas présent dans les autres domaines. Bref, il y a un certain nombre de complexités intellectuelles qu'il faut savoir gérer et qu'il faut savoir mettre de côté aussi lorsqu'on raisonne sur la partie design. Alors maintenant, pourquoi on a besoin du tiers modèle? Alors le tiers modèle, il vient en fait d'un élément très simple qui s'explique par la façon dont les authentifications se réalisent. Et encore une fois, ce n'est pas une problématique Microsoft.
Moi, j'ai pas mal bossé sur Unix. Si vous bossez sur Unix ou sur Linux, et si vous faites du Kerberos ou d'autres modèles d'authentification, vous avez en fait exactement le même principe. Quand vous vous authentifiez sur un annuaire, vous allez utiliser un compte qui est dans cet annuaire, vous allez ouvrir votre session sur la machine, et vous allez donc jouer en fait un couple login mot de passe. Ce qui se passe, c'est que sur la machine, physiquement, en fait, vous allez créer un hash du mot de passe que vous avez rentré et vous allez le conserver en mémoire. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous authentifier, vous allez transmettre, on va dire, qui vous êtes et le hash du mot de passe pour authentification côté annuaire. Vous allez recevoir, on va dire, un token, pour faire simple, ou un ticket en fonction des protocoles que vous utilisez. Et puis ensuite, vous allez avoir besoin, en fait, quand il y aura expiration de ce token, de rejouer en fait une authentification. Parce qu'en fait, cette authentification, elle va expirer, ce token va expirer, ce jeton va expirer au bout d'un moment. Et pour éviter en fait d'avoir une expérience d'utilisateur trop complexe, on va conserver le hash de ce mot de passe en mémoire pour être en capacité de refaire une demande plus tard de token, de ticket, de jeton, sans avoir de redemander à l'utilisateur de à nouveau rentrer son mot de passe. Et donc, c'est pour ça qu'on conserve en mémoire un certain nombre de choses. De plus, quand vous vous authentifiez en fonction du type de compte, vous allez avoir des traces qui vont avoir lieu sur la machine. Si vous associez un compte avec un service Windows, pour le démarrer par exemple, ou pour lui donner un certain nombre de droits, ce qu'on appelle de privilèges sur la machine, en fait, il faut savoir que le mot de passe que vous rentrez, il va être en clair dans le registre. Donc, il y a tout un tas de choses qui font qu'on est obligé de conserver les mots de passe. Ce qui sous-entend que, bien sûr, si quelqu'un est en capacité de voler le hash du mot de passe, en fait, il est en capacité de voler l'identité de la personne. Pourquoi? Parce que quand on comprend qu'en fait, on ne s'authentifie pas avec un mot de passe, on s'authentifie en fait avec une version hachée d'un mot de passe. Et la comparaison qui est réalisée dans Active Directory, c'est la version hachée qui est stockée dans Active Directory versus le hash du mot de passe qu'on a reçu depuis la machine considérée. Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je laisse la possibilité à des comptes qui ont de très hauts privilèges de s'authentifier sur des machines, on va dire genre workstation, et que ces workstations sont compromises, finalement, je vais être en capacité en tant qu'attaquant de récupérer le hash du mot de passe, disons, d'un administrateur de domaine, pour faire simple. Et évidemment, comme vous l'avez compris, si je récupère le hash du mot de passe de l'administrateur de domaine, au final, je suis administrateur de domaine moi-même. Alors, pour comprendre la notion de pot et pourquoi ça va être important à implémenter, il faut évidemment un petit peu comprendre ce que c'est que le tiers modèle. On va pas du tout, on va pas revoir complètement ce que c'est que le tiers modèle, ça serait bien trop long. Ce que je veux juste préciser, c'est, petit 1, nous n'allons pas parler du nouveau tiers modèle de Microsoft. On va parler de l'ancien tiers modèle de Microsoft. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Donc il y a deux versions du tiers modèle. Il y a à peu près un an et demi, Microsoft a mis en ligne en fait une nouvelle version du tiers modèle en enlevant d'ailleurs les documents qui étaient associés à l'ancien modèle. Pour faire simple, l'ancien modèle, c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que ça concerne Active Directory. Le nouveau modèle de tiering proposé par Microsoft intègre aussi en fait la notion de cloud. Il y a deux difficultés à ça. La première, c'est que, évidemment, comme les protocoles ne sont pas les mêmes, les choses ne fonctionnent pas de la même manière, vouloir mixer au sein d'un modèle de tiering et des assets on-prem et des assets cloud représente une difficulté de compréhension et une difficulté technique à implémenter. La deuxième raison, c'est qu'en fait, Microsoft ne donne pas trop de détails sur comment il faut le faire. Autant sur la première version, on a un certain nombre de documents qui nous décrivent en gros ce qu'il faut faire. On a de nombreux articles qui nous décrivent ce qu'il faut faire. Après, on les comprend un peu moins bien, mais en tout cas, on a du matériel. Là, on est sur une notion très conceptuelle des choses. Et c'est à vous d'interpréter en fonction de votre organisation ce que vous devez finalement réaliser techniquement. Puis la dernière des raisons pour laquelle on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est que personnellement, je ne connais personne qui l'a mis en œuvre. Donc, évidemment, on ne va pas parler de quelque chose que personne n'utilise. Alors, le tiers modèle, comme vous le savez, j'imagine à peu près tous, c'est le fait de segmenter en fait les assets que l'on a dans un Active Directory
en 3 tiers, tiers 0, tiers 1, tiers 2, tiers 0 représentant en gros les domaines contrôleurs plus les machines sur lesquelles vous devez avoir un compte de type domaine admin qui a le droit d'ouvrir une authentification. Exemple, si vous avez un serveur de patching, un serveur disons WSUS, et que ce serveur de patching doit patcher les domaines contrôleurs, il va peut-être avoir un compte nécessaire au patching, ou si vous avez un serveur de backup, donc vous allez avoir des comptes en fait élevés parce qu'ils vont avoir besoin de se connecter au domaine contrôleur pour faire un certain nombre de choses. À ce moment-là, ces comptes-là sont associés à des machines et à des applications que vous allez mettre dans tiers 0, même si ce ne sont pas des contrôleurs de domaine. Tiers 1, c'est en gros les serveurs, on va dire les serveurs applicatifs ou les serveurs de service au sens large du terme. Serveur de fichiers, serveur d'imprimante, serveur avec une application, serveur avec des bases de données, etc. Tout ça, ça fait partie de tiers 1. Et puis finalement, tiers 2, c'est les workstations. Retenez aussi que si vous faites de l'intégration Unix et Linux dans Active Directory, vous devez bien évidemment considérer vos assets Unix et Linux, ou Mac d'ailleurs, et les définir, est-ce qu'ils sont tiers 1 ou tiers 2. Et puis après, il y a des questions qui sont un peu plus complexes à gérer, parce que là, on va dire, une façon académique de présenter les choses, ça paraît très clair. Maintenant, imaginons un serveur TSE, un serveur Citrix. C'est quoi un serveur Citrix? C'est un tiers 1 ou c'est un tiers 2? Ok, c'est un serveur, mais qu'est-ce qu'on fait dessus en fait? On le travaille comme une workstation dessus. Donc, il y a des cas où les choses ne sont ni blanches ni noires, elles sont grises, il y a une zone grise sur lesquelles il va falloir adapter un petit peu la façon dont on design son tiers modèle, et ça va se faire en fonction de l'organisation. Ensuite, une fois qu'on a designé ça, on va définir des administrateurs de ces tiers. Donc là, les administrateurs de ces tiers, ça va se représenter en fait par des comptes dédiés dans la base de données Active Directory qui auront le droit d'opérer, de gérer, de manager les différents aspects qui correspondent à ces tiers. Donc, on aura des domaines, des administrateurs qui auront le droit d'administrer tiers 0, et c'est en fait des administrateurs de type domaine admin. On aura des administrateurs pour tiers 1, des administrateurs pour tiers 2. Ce qui revient à dire que si jamais j'ai un individu, donc une personne physique, qui a besoin d'administrer en fait les 3 tiers et qui a lui aussi une workstation, il aura au final besoin de 4 comptes. Un compte d'administration pour chacun des tiers, et puis son compte, on va dire, l'utilisateur classique, qu'il va utiliser pour faire de la bureautique sur sa machine. Donc maintenant, les pots. Donc on a vu pourquoi il fallait mettre le tiers modèle. On a survolé très rapidement ce qu'était le tiers modèle. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Privileged Access Workstations? Eh bien, en fait, dans la littérature, on va vous dire, ces différents tiers, il faut des machines d'administration dédiées. Donc, pour administrer les assets tiers 0, vous avez besoin d'un compte dédié, mais vous avez aussi besoin d'une machine physique dédiée. Et on va décliner ça pour tous les tiers, donc tiers 0, tiers 1 et tiers 2. Donc à nouveau, si on raisonne à l'échelle d'un individu, ça sous-entend qu'un individu a 4 machines. Sa machine bureautique, un individu qui a des besoins d'administration sur les 3 tiers, évidemment. Il a sa machine bureautique classique, avec laquelle il va travailler. Il a une machine pour administrer tiers 0, une machine pour administrer tiers 1, une machine pour administrer tiers 2. Alors évidemment, tout ça paraît très très lourd. Et vous avez entièrement raison, parce qu'on est assez peu à se balader avec 4 machines quand on va au boulot. C'est pour ça que, une fois qu'on a compris la littérature, il faut aussi comprendre qu'on va l'adapter en fonction d'un certain nombre de choses, en fonction de la taille de l'organisation, en fonction de ses objectifs sécurité, en fonction de ce que le business va nous laisser faire en termes de sécu ou pas. Et puis également en fonction du coût, bien évidemment. Donc là, vous avez un peu, on va dire, la version PowerPoint de ce qu'il faudrait faire. Et moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de regarder ce qu'on peut adapter, en fait. Alors, évidemment, si je reviens à la version PowerPoint, il y a des choses qui sont absolument nécessaires. Exemple, on va empêcher les pots d'avoir des clés USB qui se connectent dessus. On va les empêcher de se connecter à Internet. On va dédier ces machines-là au fait de faire de l'administration. Donc, on va préinstaller les outils d'administration pour les administrateurs. Et puis, on va gérer de façon extrêmement fine les connexions réseau, qu'elles soient sortantes ou entrantes, depuis ou vers cette workstation. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut, on va dire, faire quelques petites entorses au règlement.
Premièrement, et c'est souvent ça que je constate, les entreprises vont décider d'avoir des pots que pour tiers zéro. Parce qu'évidemment, tiers zéro, c'est l'asset principal, c'est l'ensemble d'assets principal. Si tiers zéro est compromis, l'AD s'arrête, mais si l'AD s'arrête, l'entreprise s'arrête. Donc, dédier des machines pour tiers zéro, c'est acceptable. Avoir X machines pour gérer tous les tiers, ça commence à devenir compliqué. Après, on peut faire des aménagements liés à la virtualisation. Si j'ai le temps, j'en parlerai à la fin de ce webinaire. Évidemment, on va avoir besoin aussi d'avoir des comptes séparés qu'on va expliquer un peu plus tard, parce qu'on va vouloir faire en sorte que les gens qui utilisent les pots ne sont pas les mêmes qui administrent les pots. Et oui, parce qu'on a beau avoir confiance en ces sources vives, ces employés, évidemment, si vous laissez à quelqu'un la possibilité de détourner le fait, par exemple, qu'il n'a pas accès à Internet, il va vite comprendre comment il faut faire pour changer les choses, s'il en a les permissions sur la machine. Donc, évidemment, on va vouloir avoir des comptes différents qui ont des tâches d'exécution différentes sur ces machines. On va y revenir un petit peu derrière. Le dernier point, c'est quand vous lisez la littérature, on vous dit il faut des réseaux dédiés. Donc, non seulement il faut des machines dédiées, mais en plus il faut des réseaux dédiés, on va dire des VLAN, qui ne sont utiles que pour l'administration du tiers et sur lesquels on ne trouvera que les workstations qui permettent de faire l'administration du tiers. Là, à nouveau, en fonction de tout un tas de paramètres, on va être obligé d'adapter ce truc-là. On peut l'appliquer, on va dire, entre guillemets, bêtement, tel que la littérature nous le dit, mais on va voir que ça pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment si j'ai des administrateurs itinérants. Parce que je viens de dire que le pot n'avait pas le droit de se connecter à Internet. Mais comment le pot se fait pour se connecter s'il est à l'extérieur de l'entreprise? Donc, vous voyez, ça ouvre en fait tout un tas de questions techniques auxquelles on va essayer de répondre par la suite sur les différentes slides. Alors, premièrement, on va considérer dans ce qu'on va dire à partir de maintenant sur les pots que le tiers modèle est fait, c'est-à-dire au sens, ce qu'on appelle le DIT, c'est-à-dire les objets, la délégation des objets, les OU, la création des groupes de délégation, la création des groupes de sécurité. On va considérer que tout ça est prêt dans l'Active Directory parce qu'il nous faudrait une autre heure pour parler rien que de cela. Donc, on va avoir besoin, sur un pot, en fait, de 4 comptes. On va avoir besoin, premièrement, d'un compte d'administration. Et à nouveau, aujourd'hui, on se focus sur tiers 0. Mais ce qu'on va dire pour tiers 0, vous enlevez le 0, vous mettez un 1, et vous avez évidemment le même résultat ou la même approche. Au niveau des pots, on va avoir besoin de 4 comptes. Premièrement, on va avoir un compte qui va être un compte qui va servir à l'administration de tiers 0. Okay. Et ce compte provient d'Active Directory. Oui, mais on a aussi besoin d'un compte qui sera dédié à l'administration de tiers 0 en cas, on va dire, de situation urgente. Imaginons qu'on perde la connexion avec Active Directory ou imaginons qu'on se connecte pour faire de l'administration lorsqu'on n'est pas connecté à Active Directory et qu'on active un certain nombre de fonctions de sécurité qu'on verra plus tard qui m'empêchent en fait de faire du caching sur la machine. Il me faut donc un autre compte qui est un compte qui est dans la base SAM locale de la workstation et qui me permette de faire la partie administration. Administration de tiers 0. Mais on a dit, il faut aussi des comptes dont l'objectif n'est que de réaliser l'administration de la machine elle-même, le pot lui-même. Donc, j'ai besoin d'un compte dans l'AD qui a le droit d'administrer la machine pour vérifier que les règles de sécurité se passent bien, pour vérifier que les logs, pour être en capacité d'installer des nouveaux outils d'administration pour l'administrateur tiers 0. Donc là, j'ai un compte dans AD et à nouveau, il faut que j'ai le moyen en local de pouvoir le faire si jamais j'ai un problème avec ma liaison avec Active Directory. Donc, je vais avoir besoin d'un compte dit brise-glace aussi pour l'administrateur du pot lui-même. Si on résume ça, en fait, on a, comme je le disais, 4 types de comptes. On va avoir les comptes d'administrateurs tiers 0 qui sont dans AD. On va avoir les comptes d'administrateurs de la pot qui sont dans AD. Mais on va avoir aussi l'équivalent en local dans la base SAM des comptes brise-glace qui correspondent à ces 2 types de comptes qui vont avoir besoin d'interagir avec la machine. Si j'ai un compte brise-glace,
c'est un compte local, il ne pourra pas administrer Active Directory. Donc, ça veut dire aussi qu'il me faut, c'est une option, mais beaucoup de clients la mettent en œuvre, il me faut vraisemblablement un serveur de rebond qui sera en fait, on va dire, une espèce de passerelle entre mes pots et l'Active Directory si j'ai été obligé d'utiliser un compte brise-glace sur la machine, notamment pour le compte qui va administrer tiers 0. Donc, il vous faut un compte sur lequel, un serveur, pardon, de rebond sur lequel on peut se connecter en SSH, en Remote PowerShell, en RDP, en ICR, en ce que vous voulez. Et là, à ce moment-là, quand je vais m'authentifier sur le serveur de rebond, lui, ce serveur de rebond, il est rattaché à l'Active Directory et je vais pouvoir utiliser mon compte pour m'authentifier et donc faire l'administration au niveau de tiers 0. Comme on a des comptes locaux, qui sont des comptes d'administration, notamment le compte brise-glace qui me permet localement de faire de l'administration sur la machine, et bien effectivement, je vais pouvoir activer des solutions comme l'Apps et l'utiliser pour la machine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous l'Apps, mais si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui est fourni par Microsoft, qui est gratuit et qui permet, pour faire simple, d'assurer la complexité du mot de passe du compte administrateur local, plus la rotation de ce mot de passe. Pour l'installer, c'est assez simple. Vous faites une recherche sur Internet, vous allez pas avoir besoin de moi pour le faire. Mais évidemment, vous allez pouvoir gérer via l'apps ce compte brise-glace d'administration locale. Maintenant, vous pouvez avoir besoin de gérer plusieurs comptes d'administration locaux. En fonction de votre organisation, en fonction du nombre de personnes qui vont avoir besoin de faire l'administration sur les machines, peut-être que vous voulez plusieurs comptes locaux brise-glace. Bon, il faut savoir que l'Apps a des limites sur le nombre de comptes qu'il peut gérer sur la base SAM locale. Donc là, à ce moment-là, vous allez être obligé d'utiliser des solutions tierces, qui sont des solutions qu'on appelle des PIM, PAM ou des PAM, qui permettent en fait d'assurer la même chose que ce que fait l'Apps, mais de façon un peu plus industrielle et pour un nombre de comptes illimité. Donc là, il y a tout un tas d'acteurs sur le marché. Je vous laisse regarder sur le marché. Il y a des acteurs français, des acteurs pas français qui font ce genre de choses. Si vous avez besoin de comprendre un peu mieux comment l'Apps fonctionne, je vous invite à regarder. Il y a Cephala qui a fait, Cephala et également Microsoft MVP qui a fait un article extrêmement bien documenté sur la mise en place de l'Apps. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais voilà, vous aurez les slides si vous les demandez, donc vous pouvez aller sur ce lien pour comprendre comment la partie l'Apps fonctionne. Donc dans l'Apps, vous avez aussi évidemment le pilotage, on va dire, des paramètres de l'Apps à distance que vous réalisez par GPO. Donc vous allez pouvoir piloter, encore une fois, la rotation du mot de passe, la complexité du mot de passe du compte local d'administration. Et vous allez le faire, en fait, comment vous allez gérer ce pilotage? Vous allez le faire, en fait, par des GPO qui sont des fichiers ADMX fournis par Microsoft. Donc ça, c'est ce que l'on considère comme étant, on va dire, la bonne pratique. Ces bonnes pratiques venant du CIS. Donc, CIS, je ne sais pas si ça vous parle, et CIS, c'est un organisme américain qui fournit en fait tout un tas de bonnes pratiques sur les paramètres que l'on doit exécuter sur les workstations, les serveurs. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ce qu'ils fournissent. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et ça, c'est la recommandation CIS pour le paramétrage de l'apps pour des machines de type workstation, de type PO. Donc, on a introduit le fait qu'on allait piloter ces machines avec des GPO. On va avoir en gros 3 types de GPO et on va les décrire. Premièrement, vous allez avoir des GPO qui vont gérer l'appartenance aux groupes locaux. Encore une fois, c'est une workstation, même si elle est rentrée dans AD, n'oubliez pas, il y a toujours la base SAM et il y a donc toujours les groupes, on va dire, built-in de la base SAM locale sur la workstation. Vous allez avoir aussi besoin de gérer des restrictions d'authentification. Qui a le droit de s'authentifier ou non sur ces machines d'administration? Donc là, ça sera une autre catégorie de GPO. Bien évidemment, si vous connaissez les GPO, vous pouvez tout mettre dans une seule GPO si vous en avez envie. Je ne vais pas rentrer dans le design des GPO, qui a été ma passion pendant une dizaine d'années, mais voilà, il y a plusieurs approches pour la partie GPO, mais on va les considérer comme des GPO différents. Et puis après, vous avez une troisième catégorie de GPO qui est tout le paramétrage, on va dire, classique au sens CIS du terme, à savoir le pilotage du firewall, des clés USB qui n'ont pas le droit de se connecter, de la
qui ont attrait à le paramétrage global de la machine et comment il faut que ce soit efficace et surtout sécurisé, qui est une troisième catégorie de GPO dont on parlera plutôt à la fin. Et là, on va déjà parler de la première catégorie qui concerne la gestion des groupes locaux. Donc, pour gérer les groupes locaux, il y a plusieurs façons de le faire. En GPO, vous avez en fait deux méthodes. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les GPO préférences. Donc là, sur la petite copie d'écran, quand vous ouvrez en fait la configuration computer, puisqu'en fait, vous allez vous avoir géré des users et des groupes, c'est un computer que vous paramétrez, donc c'est bien dans la partie computer de la GPO. Vous avez en fait deux grandes parties, la partie policies et la partie préférences. Donc la partie policies, c'est les GPO tels qu'on l'entend, on va dire classiquement, et les préférences, c'est une autre technique qui n'a pas forcément attrait directement à la modification de clés de registre, ou du moins ça fait ce qu'on appelle du tattooing. Pareil, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Si vous ne savez pas la différence entre les préférences et les policies, je vous invite à rechercher GPO Preference Tattooing et vous aurez des explications sur le sujet. Donc là, vous pouvez gérer les groupes locaux au travers des GPO préférences. Donc là, vous allez dans Local User Group, vous faites une nouvelle gestion de groupe local et vous allez avoir un certain nombre d'options qui apparaissent. Donc là, on prend l'exemple pour la partie local. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire que vous allez supprimer en fait tous les membres du groupe actuel, vous voulez virer tout le monde, et ça va vous permettre de piloter et de définir qui est administrateur local membre de ce groupe. Donc là, évidemment, il va falloir mettre les groupes ou les users administrateurs que vous avez définis dans AD et aussi les comptes que vous avez définis en local comme étant des comptes brise-glace et qui auront le droit de se connecter en tant qu'administrateur sur la machine. Et globalement, voilà, vous avez toute l'explication de texte sur la droite. Et globalement, vous allez faire ça pour tous les comptes, sur tous les groupes locaux, à la différence que les autres groupes locaux, vous allez les vider. Parce qu'à part le groupe administrateur local, on n'a pas besoin d'avoir une granularité sur les autres types de groupes. Donc, vous allez simplement, là, dans ce cas-là, enlever tous les membres de type user, enlever tous les membres de type groupe via des GPO préférences. Ensuite, vous allez avoir quelques petites, on va dire, petites astuces pour améliorer un certain nombre de choses en termes de sécurité ou en termes de performance. Mais ça, c'est pas que pour des GPO liés au PO, c'est les GPO de façon, on va dire, classique pour toutes les GPO. Vous allez pouvoir faire du security filtering, c'est-à-dire vous allez pouvoir associer en fait un groupe AD dans lequel vous avez mis les comptes machines des pots. Vous avez un groupe dans AD, vous mettez les comptes machines de toutes les pots, et en security filtering, vous dites que cette GPO ne s'applique que à ces machines-là, ou sous-entendu toutes les machines qui appartiennent à ce groupe. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est que le groupe filtering avec les GPO, c'est une fonction essentielle des GPO, extrêmement puissante, et je vous invite à faire des recherches sur le sujet. Deuxièmement, on a vu que c'était des GPO de type computer, donc on n'a aucun settings côté user à appliquer, en tout cas pour cette partie-là. Donc ça ne sert à rien de vouloir chercher les GPO users dans le process d'application des GPO. Pour améliorer la performance, vous enlevez l'application ou la recherche de settings liés à la partie user de la GPO, puisque vous n'allez pas les utiliser. Vous pouvez aussi utiliser une autre fonction des GPO qui s'appelle les restricted groups. Donc ça, c'est ce qu'on faisait, j'allais dire, depuis le début des GPO, puisque au début, les GPO de préférence n'existaient pas dans AD. Donc là, le principe, c'est que vous allez avoir un user ou des users, encore une fois, ça dépend de votre design global. Vous allez créer un groupe dans AD et vous allez utiliser une autre partie des GPO qui est donc dans la partie policies, pas dans la partie préférence, et qui va vous permettre en fait de gérer de façon précise et restreinte les groupes. Alors, par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc là, ça va vous permettre de définir, à dire, je veux que ce groupe AD, donc le groupe qu'on a vu sur la slide d'avant, soit présent dans le groupe administrateur local. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc là, vous n'allez pas aller mettre un nom de groupe dans AD, vous allez simplement taper administrators. Donc même si c'est des machines en français, ça marchera d'ailleurs. Et automatiquement, ce groupe-là va se retrouver en fait dans le groupe local administrator
des machines sur lesquelles vous allez appliquer la GPO. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça beau s'appeler Restricted Group, c'est que le côté restrictif n'est que dans la partie haute de la GPO, pas dans la partie basse. C'est-à-dire que là, ça ne va pas enlever les autres users qui seraient ou les autres groupes qui seraient déjà dans le groupe local administrateur de la machine. Par contre, à contrario, quand vous utilisez non pas rajouter ce groupe dans un autre groupe, mais gérer en fait qui est dans ce groupe-là, là, à ce moment-là, c'est restrictif et c'est pour ça qu'on appelle ça des restricted groups. Et vous pouvez utiliser un mélange des deux. Vous pouvez utiliser, on va dire, soit un script, soit les GPO préférences pour vider le groupe et ensuite utiliser les restricted groups pour gérer l'appartenance aux groupes locaux des groupes administrateurs sur l'ensemble de vos machines d'administration. Deuxième type de GPO, vous allez avoir besoin de faire des restrictions d'accès. Donc là, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais vous vous doutez de ce qu'on va dire. En gros, vous allez faire du deny sur un certain nombre de privilèges au niveau des machines en local et vous allez autoriser un certain nombre d'autres personnes à ouvrir des sessions, soit locales, soit au travers de services de terminaux si vous avez décidé d'autoriser ce truc-là, ce qui est une option, ce qui n'est pas une obligation. Donc là, évidemment, on va retrouver en autorisation de login les membres du groupe local, du groupe administrateur, et puis les groupes qui contiennent des users qui auront besoin de s'authentifier sur la machine, à savoir les users de la machine qui vont faire l'administration tiers 0 et les administrateurs de la machine elle-même. Et globalement, vous allez faire du deny sur un ensemble d'autres éléments, sur l'ensemble des autres types de groupes que vous allez définir sur les autres tiers. Une option intéressante, c'est d'activer une fonction qui s'appelle Protected User dans AD. Et en gros, vous avez un groupe. Alors, je ne sais plus depuis quelle version de Windows c'est. Je crois que je l'ai marqué en fait. Windows 2012 R2. Depuis Windows 2012 R2, vous avez un nouveau groupe dans l'Active Directory qui s'appelle Protect Users Group. Et ce groupe a pour objectif, on va dire, de modifier quelque peu la façon dont l'authentification se réalise et surtout de rendre ça un peu plus sécurisant pour les workstations dans le sens où je vais avoir moins de traces d'authentification que ce que j'aurais si je ne mets pas un user dans ce groupe. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, en théorie, les membres des administrateurs de tiers 0 doivent faire partie de ce groupe-là. Ça va avoir tout un tas d'effets lorsque la personne va s'authentifier sur la machine d'administration pour faire son administration. Et ça va notamment empêcher le cache de logon. Hein, je vous rappelle que quand vous faites une authentification sur une machine qui est reliée à l'Active Directory, vous partez, vous la prenez avec vous, vous allez dans le train. Quand vous ouvrez votre session, vous n'avez pas de domaine contrôleur à côté de vous. Pourtant, vous utilisez toujours votre login mot de passe AD. Pourquoi? Parce qu'il y a un cache. Quand vous vous authentifiez sur la machine, il y a un cache qui se crée localement et il y a donc une version cachée du hash de votre mot de passe qui est présente sur la machine et qui vous permet en fait de gérer le challenge quand vous voulez vous authentifier en mode offline sans avoir besoin d'avoir un autre compte local sur la machine. Le fait d'appartenir à ce groupe empêche ce mécanisme. Donc, vous n'aurez pas de cache local lié au profil utilisateur sur la machine. Ça, c'est un des grands bénéfices. Il y a d'autres bénéfices liés à Kerberos, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. À nouveau, si vous voulez des détails là-dessus, vous pouvez regarder sur Internet ce qui existe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la recommandation de mettre les administrateurs tiers 0 dans ce groupe. Mais ça va avoir évidemment des effets de bord, notamment, comme je viens de l'expliquer, sur le cache. Donc là, maintenant, vous allez être dans l'obligation d'utiliser des comptes brise-glace ou un compte dédié que vous avez prévu pour faire du offline signing. C'est-à-dire que là, maintenant, vous ne pourrez plus utiliser le cache local de la machine pour vous authentifier en tant qu'admin tiers 0 en utilisant votre compte AD. Donc, vous aurez peut-être prévu à ce moment-là d'avoir un compte local dédié qui sera soit le compte brise-glace dont on a parlé au départ, soit un compte que vous avez prévu et designé. Et là, évidemment, à nouveau, vous serez dans l'obligation d'utiliser un serveur de rebond pour vous connecter parce que vous n'avez pas la connectivité à l'Active Directory. Vous allez utiliser d'autres protocoles pour vous connecter à ce serveur de rebond et ensuite faire l'administration.
Et on a dit au départ qu'on ne devait pas se connecter à Internet. Donc, vous comprenez qu'il y a une petite complexité intellectuelle, puisqu'on se dit, mais attends, les gens se connectent à distance, comment ils font? Ils ne peuvent pas se connecter à Internet. Bon, je ne vais pas traiter tout le truc aujourd'hui, mais ce qu'on trouve généralement, c'est si vraiment il y a obligation de faire de l'administration à distance, d'avoir une politique extrêmement restrictive, c'est-à-dire d'être en capacité, par un certain nombre de logiciels supplémentaires, de s'assurer qu'en fait, la workstation n'a accès qu'à un point de terminaison donné et qu'elle ne peut pas faire de browsing sur l'Internet public. On peut aussi utiliser des solutions de type SASI. En gros, c'est de la définition logicielle des accès réseau qui remplace en fait les VPN IPsec. Donc là, pareil, il y a tout un tas d'acteurs sur le marché qui existent. Zscaler, Palo Alto, Cato Network, tous ces gens-là vont vous permettre, un peu de façon magique presque, de gérer en fait l'accès au réseau, même s'ils sont distants, d'une manière software. Et ça peut être un bon moyen de gérer cette problématique d'accès réseau à distance depuis des machines d'administration de type PO au réseau sur lequel vous avez l'Active Directory. Autre recommandation, il ne faut pas installer votre machine PO avec n'importe quel ISO qui traîne sur un share. Alors, ça paraît basique de dire ça, mais combien d'administrateurs vérifient le hash de l'ISO avant de lancer l'installation de Windows 10 sur une machine? Je pense qu'il doit y en avoir 2%. Et je ne suis pas sûr qu'on atteigne les 2%. Pour un pot, c'est absolument nécessaire. Vous devez être certain de l'ISO, vous devez être certain que l'ISO n'a jamais été compromis, qu'il n'a jamais été ouvert par quelqu'un, qu'on n'a jamais recompilé le point ISO et que ça vient directement du site de Microsoft. Autre point, vous allez devoir activer. Alors, la difficulté là, c'est que ça va dépendre en fait de, on va dire, de vos machines au sens physique du terme, des capacités physiques de la machine et du matériel qu'il y a dans les machines. Mais vous allez pouvoir activer tout un tas d'autres paramètres, tout un tas d'autres options matérielles sur la machine. Évidemment, vous allez utiliser du Secure Boot, vous allez utiliser de l'UEFI en plus du BIOS, vous allez pouvoir utiliser les TPM pour stocker les clés de chiffrement ou de déchiffrement plutôt de BitLocker, parce qu'évidemment, les machines sont BitLockées. Voilà, donc il y a tout un tas d'options que vous allez pouvoir activer pour sécuriser encore plus ce qui se passe sur votre machine, l'accès au disque et l'accès aux données qui sont présentes sur le disque. Autre point, et ça c'est un point que je vous invite vraiment à faire parce que c'est entre guillemets gratuit, ça marche plutôt pas mal et ça peut vous rendre des services, pas que pour les pots d'ailleurs, c'est d'utiliser les fonctions de log forwarding. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, l'activité d'une machine est loguée sur les logs de la machine, sur la machine elle-même. Il y a une fonction chez Microsoft, qui s'appelle Log Forwarding, qui permet en gros d'utiliser un serveur Windows comme étant un collecteur de logs. Et donc, vous allez être en capacité, même si imaginons que vous avez 10 pots, en fait, d'envoyer les logs qui existent sur ces machines pots vers une machine centrale. Ça permettra bien évidemment d'avoir une approche beaucoup plus simple lorsque vous allez vouloir vérifier les logs, vérifier l'activité des machines, vérifier s'il n'y a pas eu des tentatives de clé USB émises, etc. etc. Donc, il y a toute une procédure qui vous permet d'activer cette fonction-là. Je vais aller très très vite dessus parce que le temps tourne et on n'aura pas le temps, mais vous aurez les slides. J'ai mis une partie de la procédure, que ce soit côté ce qu'on appelle le collecteur, donc la machine qui reçoit les logs, mais aussi le paramétrage ce qu'on appelle le forwarder, c'est-à-dire la machine sur laquelle les logs que vous voulez récupérer, ou les machines. Et généralement, le paramétrage de ces machines se fait à nouveau par GPO. Donc, vous avez tout dans les GPO pour paramétrer les capacités des machines à envoyer leurs logs vers le point central. Tout ça se fait par GPO. Encore une fois, vous aurez accès aux slides. Ne vous inquiétez pas. Il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui et que vous devez regarder de votre côté, parce qu'on a malheureusement une petite heure et qu'on ne peut pas aller plus loin. Vous allez bien évidemment créer des PSO particulières pour les admins tiers 0. Ils n'ont pas le même type de mot de passe, vous allez activer la complexité. Ils vont peut-être même s'authentifier avec d'autres mécanismes que le mot de passe, tels que une smart card. Donc ça, c'est un point important. Des PSO particulières avec
une longueur, une rotation de mot de passe forte et régulière pour les administrateurs tier 0. Vous allez évidemment avoir tous les paramétrages liés à la gestion d'Internet et du réseau. Vous pouvez piloter le firewall des pots via GPO. C'est extrêmement puissant. Alors, l'interface est un peu complexe parce qu'en fait, il y a tellement d'options possibles que ça en devient un peu fouillis. Mais vous pouvez paramétrer le firewall Windows via GPO. C'est extrêmement puissant. Je vous invite à nouveau à le faire. Vous allez pouvoir activer aussi les fonctions app locker. Donc, app locker, c'est une fonction que vous activez à nouveau par GPO qui vous permet, pour faire simple, de définir quels sont les logiciels qu'on va pouvoir lancer sur la machine. Et là, vous pouvez tout à fait définir qu'on a le droit de lancer, je ne sais pas, un shell, l'AMMC, ce genre de choses, et vous allez restreindre ce que les administrateurs tier 0 peuvent lancer sur la machine de type PO. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez l'activer, mais il faut savoir ce que vous faites, évidemment. Et puis, il faut penser à bien inclure à l'intérieur tous les types de software d'administration dont va avoir besoin l'administrateur tier 0. Mais vous pouvez aussi l'activer en mode audit pour vérifier ce qui se passe et avoir des choses particulières dans l'audit en termes d'usage des logiciels. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est qu'app locker, à nouveau, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Vous allez avoir des GPO ou d'autres outils qui existent sur le marché qui vous permettent de bloquer évidemment l'usage de périphériques de masse externes sur les machines. Et puis, il y a un dernier point que je veux aborder avant de passer à la partie conclusion. C'est que, et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, je ne vais pas donner le nom de la société, mais qui a implémenté le tiers modèle chez lui. C'est une grosse société française. Et on a échangé sur cette problématique et ils ont mis en place un truc en fait extrêmement intéressant que je peux partager avec vous par contre. C'est comment je fais pour partager mon écran avec le support Microsoft. Je vous rappelle, les pots tier 0 n'ont pas accès à Internet. Donc là, pour faire du Teams, ça commence à être un peu compliqué. Du Teams ou autre chose. Donc là, en fait, il y a une petite astuce. Vous prenez une autre machine, donc un PC qui n'est pas tier 0, qui n'est pas administrateur, qui n'est pas une pot. Et vous avez en fait des matériels. Donc vous avez d'un côté une sortie HDMI mâle et vous avez de l'autre côté un USB mâle que vous branchez sur la machine. Donc en gros, vous avez le pot, vous sortez en HDMI, vous avez un convertisseur vidéo qui injecte en fait sur le port USB de l'autre machine l'écran du pot. Et sur l'autre machine, elle a accès à Internet et vous pouvez faire le partage d'écran, on va dire, avec le support Microsoft. Ça coûte très peu cher. Moi, j'ai testé plusieurs, j'en ai testé deux. Et il y en avait un qui coûtait genre $30 et l'autre $50 sur Amazon. Et puis après, le logiciel que vous utilisez sur l'autre machine pour capturer la vidéo sur le port USB, il y a plein de trucs qui existent. Il y en a un qui marche super bien, c'est OSB, c'est un truc open source, ça marche très très bien. C'est à la base fait pour faire du broadcast. Mais c'est une petite astuce qui vous permet, en fait, même si vous n'avez pas de connexion Internet, de pouvoir partager en fait des éléments avec Microsoft ou avec une autre équipe de support. Juste avant de passer aux questions-réponses, et très très rapidement, Tenable.id, c'est donc un produit de sécurisation chez Tenable qui a pour mission de vous permettre de sécuriser AD et de détecter les attaques sur Active Directory by the way. Donc là, j'ai 3 slides juste pour vous expliquer ce que vous pourriez faire avec lié au tiers modèle. Premièrement, vous pouvez avoir des dashboards et ces dashboards, vous pouvez les designer par des problématiques de tiers. Donc avoir un dashboard de sécurité pour tiers 0, un dashboard pour tiers 1, un dashboard pour tiers 2 par exemple. Vous avez aussi tout un tas d'indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs d'exposition, qui sont des indicateurs qui vont vous permettre de surveiller votre configuration liée à des problématiques du tiers modèle. Le niveau de politique de mot de passe global, mais aussi le niveau de politique que vous appliquez aux administrateurs tiers 0. Est-ce que vous utilisez bien le Protect User Group? Est-ce que vous utilisez bien l'APS, le module qui permet de gérer la rotation de mot de passe au niveau des machines? Et un nouveau truc qui a quelques semaines, je crois 4 semaines, 5 semaines, qui s'appelle Logon Restriction for Privileged Users. Et celui-là est assez fantastique parce qu'en fait, ce qu'il va vérifier en termes d'indicateurs, c'est si vous vous êtes trompé ou non dans votre politique de GPO pour les admins tier 0. Donc, pour l'instant, il ne gère que les admins tier 0. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier
en calculant tous les RSOP de toutes les GPO et toutes les délégations possibles. Si vous avez des administrateurs tiers 0, donc des gens qui ont le droit d'ouvrir une session dans tiers 0, est-ce que vous en avez qui ont aussi le droit d'ouvrir des sessions sur tiers 1 et tiers 2? Et donc, en fait, on recalcule l'ensemble des paramètres de GPO et l'ensemble du modèle de délégation au niveau d'Active Directory. Et là, en fait, on va vous lister. Donc, par exemple, là, vous avez un exemple où on vous dit, dans cette OU, qui s'appelle Workstation, on a vu que ces comptes-là, ces 3 comptes-là, qui sont des comptes tiers 0, ont le droit d'ouvrir des sessions sur les machines qui se trouvent dans cette OU. Donc, vous allez pouvoir comme ça auditer, en fait, en temps réel, parce que tout ça est calculé en temps réel, l'implémentation de votre tiers modèle, et vous allez pouvoir alerter votre SOC si jamais il y a une déviance. Si vous avez fait une erreur dans les GPO, vous avez un nouveau user, vous l'avez oublié, etc., vous ne l'avez pas associé au bon groupe, donc le groupe filtering ne fonctionne pas, vous allez pouvoir en lancer une alerte au SOC en disant il y a une erreur, attention dans le tiers modèle, ce compte-là maintenant a le droit de faire les deux, de faire du tiers 0 et de faire du tiers 2, par exemple. J'adore cet IOE, je le trouve assez magique. Et puis, vous allez pouvoir aussi utiliser, j'en terminerai là-dessus pour Tenable, la nouvelle fonction dans Tenable, c'est s'appelle Attack Pass, qui va vous permettre de vérifier les contrôles, et notamment les contrôles entre les tiers. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des contrôles dangereux de type reset de mot de passe, de type SID history avec une valeur dangereuse, de type primary group ID attribut avec une valeur dangereuse, des contrôles au niveau de l'AD lui-même avec des droits qui permettraient de faire un DC sync. Et ça va vous permettre de visualiser, en fait, si vous pouvez passer d'un tiers à un autre depuis une machine, Workstation, par exemple, vers un serveur, un membre. Donc ça, c'est une nouvelle fonction qui est apparue sur la partie cloud et qui sera disponible pour le on-prem avant l'été et qui vous permet de faire de la représentation graphique des chemins d'attaque, notamment au travers des tiers, au sein de Tenable.id. Juste avant de prendre les questions, je vous informe que on est en train d'écrire un document avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas, qui est d'ailleurs, je crois, connecté aujourd'hui. Mais bonjour Nicolas et encore merci pour ton aide sur le document, qui est en gros un document qui va reprendre tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, plus plein d'autres choses, et qui va vous donner une espèce de recette de sécurité pour implémenter les pots, gérer les pots. Pour l'instant, le document fait 80 pages. J'espère qu'on va arriver à le sortir le mois prochain. Il faut juste que je trouve un petit peu de temps pour finaliser les choses. Et voilà, on vous a préparé un bon document pour ceux qui voudront mettre en place les pots pour tiers 0 dans leur environnement. Alors, on va peut-être regarder maintenant le module de questions. Oui, on a en effet quelques questions. Vous voulez y répondre directement, peut-être Sylvain? Oui, Ouais. je les ai devant moi. Ça marche. Alors, j'adore la première. Avez-vous des astuces pour convaincre les admins système, le DSI, pour accepter la mise en œuvre du modèle de tiering? Alors, Anthony, je vais être un peu cash, je suis désolé de le dire comme ça, mais si votre DSI n'a pas compris qu'il fallait mettre le modèle de tiering, soit vous changez de boîte, soit vous changez de DSI. Parce que là, il y a un énorme problème. Si vous ne mettez pas le tiering en place, quelles que soient les solutions de sécurité que vous mettez en œuvre derrière, si vous chopez un ransomware, c'est game over. Voilà, je ne peux pas vous le dire mieux. Donc, si vous avez une de vos machines qui un jour est compromise par un ransomware et que vous n'avez pas le tiers modèle en place, c'est fini. Vous pouvez déjà considérer que l'Active Directory est down et donc une grande partie du business est down. Donc après, vous avez tout un tas de documents, d'ailleurs, je crois, sur le site de Tenable qui expliquent un petit peu pourquoi c'est important de sécuriser l'AD. Mais si votre DSI n'en est pas convaincu, je ne sais pas quoi vous répondre en fait. J'avoue que les bras m'en tombent. Si vous me suivez un peu sur LinkedIn, souvent j'ai des billets d'humeur là-dessus. J'avoue que je reste circonspect par l'approche de certaines DSI vis-à-vis de la sécurité Active Directory. Deuxième question d'Alexandre. Comment adapte-t-on le design du pot avec la question d'un bastion d'administration de type Walix? Donc, si vous vous rappelez, Alexandre, au début, on en a un petit peu parlé.
Donc, le bastion Walix peut être utilisé soit en tant que pot, c'est une méthode aussi, donc de se dire, bah, je ne mets pas de pot physique en place, je vais utiliser en fait le bastion pour faire l'administration et je vais être en capacité, parce qu'évidemment, dans un bastion, alors Walix ou Beyond Trust ou les autres, mais Walix est en français, vous allez avoir la possibilité d'utiliser le bastion comme étant en fait le pot lui-même et donc d'utiliser des machines classiques pour vous connecter au bastion. Le deuxième usage du bastion, c'est justement la gestion des fameux comptes d'administration que vous allez utiliser sur la peau. Donc, vous pouvez utiliser un bastion pour faire non seulement la gestion des comptes, mais aussi la rotation de mots de passe avec un coffre-fort de mots de passe, etc., etc. Celle-là, elle est bonne. Alors, autre question. Avez-vous un tableau de ces GPO ainsi que une commande get GPO pour lire celle-ci rapidement? Alors, la liste des GPO et des différents settings sera dans le document. Je vous invite soit à suivre ce que fait le marketing de Tenable ou à me suivre sur LinkedIn. Si vous me suivez sur LinkedIn, le jour où le document est prêt, je le dirai et vous aurez l'ensemble des éléments. Un compte local Glassbreak d'une peau est utile en cas de perte de lien avec l'AD. Or, si son mot de passe est géré et modifié par l'ABS, il faut avoir un accès à l'AD pour le connaître. Donc, comment se loguer sur la peau pour ensuite accéder à sa rebond? Alors, que ce soit clair, le compte Bridglass, il est géré par défaut par l'AD, au sens rotation de mot de passe. Et évidemment, vous devez avoir accès à l'AD pour connaître le compte. Mais attention, ça ne concerne que le compte d'administration, c'est-à-dire le compte d'administration de la peau. Le compte utilisateur, qui est en fait un utilisateur au final qui deviendra tiers 0, lui n'est pas géré par l'APS. Donc ce compte-là n'est absolument pas géré par l'APS. Bonjour, aurez-vous un replay? Cause impossible d'afficher la présentation. Oui, il y aura un replay. Ensuite, bonjour, j'ai rejoint tardivement la présentation. Oui, il y a un enregistrement. Quand vous parlez de littérature, quelles sont les références que vous avez en tête? Alors, quand je dis littérature, il y a tout un tas de sites, de documents qui font référence. Vous avez notamment 2 documents chez Microsoft qui doivent s'appeler Pass the Hash Mitigation ou un truc comme ça. Il y a Pass the Hash et il y a Mitigation dans le titre. Je ne saurais plus vous dire, ou Mitigate, Pass the Hash, quelque chose comme ça. Vous avez 2 versions du document, une version 1, une version 2. Les 2 sont utiles. C'est 2 PDF que vous pouvez trouver sur le site de Microsoft. Les 2 sont utiles parce qu'ils ne recouvrent pas, on va dire, l'intégrité des. Enfin, voilà, les informations sont diffusées dans les 2 documents. Et ces 2 documents, on va dire, un peu fondateurs pour comprendre ce que c'est que le tiers modèle et comment ça fonctionne. Alors, j'ai une question de Pierre Alban Chevalier. Migrer un annuaire AD vers un modèle tiering exige-t-il un accompagnement par un consultant expert du sujet? Ça dépend de la taille de votre annuaire, ça dépend de la taille de votre organisation. Si vous ne l'avez jamais fait, j'ai envie de vous dire oui. Parce que si vous n'avez jamais fait de tiering modèle et que vous n'avez pas d'outils spécialement pour vous aider là-dessus, je pense que c'est un petit peu compliqué. Donc, je dirais oui. D'ailleurs, si vous avez besoin un peu d'avoir des contacts, alors, nous, Tenable, on est un éditeur logiciel, on ne fait pas de service, mais si vous avez besoin d'avoir des contacts sur des gens qui sont en capacité de vous accompagner sur des migrations AD, de la sécu AD ou du tiering modèle, contactez-moi sur LinkedIn, envoyez-moi un petit message et je pourrais vous donner des noms. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne connaissez pas bien la sécurité AD, j'ai envie de vous dire oui. Voilà, pour faire simple. Alors, dernière question, après je m'arrête. Est-il possible dans un modèle de tiering d'avoir des machines d'admin non physiques mais virtuelles? Alors, la réponse est oui, en fait. Mais il faut faire attention à un truc. Donc, la question de Nicolas, là, c'est, je ne veux pas avoir 2 machines physiques. Je veux avoir une seule machine et une machine virtuelle.
Par contre, la plupart des gens pensent que la machine physique est la machine bureautique et que la machine virtuelle est le pot qui permet l'administration. Évidemment, c'est dans l'autre sens. Parce que si vous compromettez la machine physique et la machine bureautique, par défaut, vous allez compromettre les machines virtuelles qui tombent dessus. Donc, si vous voulez faire ça, la machine physique, c'est la machine pot, et vous faites tourner dessus une machine virtuelle bureautique. Comme ça, le niveau le plus élevé est au niveau du physique. Et puis, si la machine virtuelle se fait compromettre, bah, c'est que la machine virtuelle. Évidemment, dans ce cas-là, vous n'activez pas les options de partage entre l'hôte et la VM pour des raisons évidentes de sécurité. Il est 19 h, la nuit tombe, et je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier grandement d'avoir participé à ce webinaire. J'espère vous retrouver plus tard sur d'autres webinaires, sur d'autres événements, et puis bientôt sur des événements physiques qui auront lieu. Si en octobre prochain, il y aura les Identity Days à Paris, je vous invite, si vous ne connaissez pas les Identity Days, à aller sur le site web pour vous inscrire prochainement. Et voilà, je vais être un peu dans quelques événements en Europe. Ce sera peut-être l'occasion de s'y retrouver. Merci. Merci beaucoup Sylvain, et j'espère qu'on vous retrouvera aussi au FIC au mois de juin à Lille. J'y serai. Bah, super, on vous retrouve là-bas et sans doute dans d'autres webinaires d'ici là en effet. Merci à tous d'être venus, et donc le replay comme promis sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de notre média InCyber. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.